Bonjour, nous sommes là pour parler de la consommation à l'heure des grands dérèglements. Et on a un panel ici avec nous, ici à Paris. Et à mes côtés, on a Anne Perrault, qui est la représentante du Cercle des économistes. Bonjour. Bonjour Anne. Ensuite, on a Monsieur Philippe Guimond, qui est le directeur général de Elior. Bonjour. Bonjour. Ensuite, on a, je vais commencer dans la pièce, ensuite on ira en visio. Laurent Vallée, le directeur, secrétaire général de Carrefour. Bonjour. Bonjour. Monsieur Alain Bazot de UFC Que Choisir. Bonjour. Bonjour. Et Guillaume Charlin de BCG, directeur France de BCG, qui est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et en visio, est-ce qu'elles sont là les deux? Bonjour. On a Christiane Lambert de la FNSEA, l'Organisation des agriculteurs en France, et Lucie Bache du start-up Too Good To Go, qui est là en visio aussi. Bonjour. Vous êtes là toutes les deux? Oui, tout à fait. Oui, je vous entends bien. Ok, super. Je vais passer la parole à Anne pour nous poser un peu le cadre de la discussion et on va commencer par là. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de dérèglement, on a plutôt en tête en général des problèmes de long terme. Donc, au premier rang de ces dérèglements, il y a bien sûr le climat, mais ça n'est pas le seul. On peut penser par exemple au tourisme de masse et à la dégradation de la qualité des sites, qui peut être un phénomène irréversible. On peut penser aux perturbateurs endocriniens, aux autres problèmes liés à l'environnement, et dont les sources sont multiples. On peut penser à l'accumulation des déchets et des emballages, qui est lui aussi lié aux perturbateurs endocriniens d'ailleurs, et plus généralement au problème du gaspillage. Tout ceci renvoie à nos manières de consommer et de produire. Et puis bien sûr, à plus court terme, est venue ajouter à tout cela la crise sanitaire et ses problèmes immédiats auxquels on a dû faire face depuis quelques mois. Elle a rajouté une couche de préoccupation, finalement, d'abord en réduisant nos consommations au strict nécessaire, qu'étaient l'alimentaire, la santé, et puis tout de même les œuvres de l'esprit, musique, livres, etc. Mais dans tous ces problèmes, ce qui est mis finalement au premier plan, ce sont comment traiter dans le domaine de la consommation ce qu'on appelle dans notre jargon d'économiste les externalités négatives, c'est-à-dire le fait que quand moi je produis, je crée sur les autres des externalités, des phénomènes qui empiètent finalement sur leur bien-être. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Et on voit bien que toutes ces externalités négatives sont liées alors à nos manières de consommer et de produire, on l'a dit, mais aussi à la densité, je pense là au tourisme ou à l'étalement urbain, à la promiscuité, et on voit que tout ça est susceptible de remettre en question nos modes habituels de consommer. Si on ajoute à ça un problème plus macroéconomique qui est que l'épargne des ménages d'un côté s'est accumulée pendant ces mois de confinement, mais que de l'autre, on va probablement se retrouver avec un taux de chômage plus important qu'avant la crise sanitaire, il est assez difficile au fond de savoir à quoi nous conduisent ces différentes évolutions, ces problèmes de court terme et ces problèmes de long terme sur la consommation. Quand on parle d'externalité, on pense immédiatement au rôle que pourrait avoir la puissance publique pour juguler ces externalités. Alors, il y en a qui sont connus et qui posent d'ailleurs beaucoup de problèmes sociaux. Est-ce qu'il faut taxer la pollution? On sait le succès mitigé, pour ne pas dire l'échec de l'écotaxe. Est-ce qu'il faut taxer les biens polluants? Est-ce qu'il faut taxer les biens qui viennent de loin? Est-ce qu'il faut taxer les aliments qui conduisent à des problèmes comme l'obésité, par exemple? Deuxième type de question, est-ce que les pays occidentaux sont légitimes à vouloir imposer maintenant la frugalité aux pays émergents alors qu'eux-mêmes ont consommé pratiquement sans limite pendant le XXe siècle? Qu'est-ce que ça veut dire consommer mieux? Est-ce que c'est qualitatif ou est-ce que consommer mieux, c'est finalement consommer moins? Est-ce que la crise actuelle est finalement un accélérateur de certaines tendances, par exemple la préférence pour le bio qui a été, je crois, marquée pendant ces dernières semaines, ou est-ce que c'est plutôt un facteur de rupture dans les modes de consommation? Voilà quelques-unes des questions que ce panel va aborder. Super. Je vais maintenant passer la parole à Guillaume, parce que je pense qu'il peut aussi nous donner une vision un peu plus globale avant qu'on entre dans le vif de nos questions. Oui, ça fait beaucoup de questions, donc on va
pas prétention d'y répondre, mais je crois qu'il y a 3 éléments dans cette crise qui la rend assez unique et qui peuvent servir un peu de guide. Le premier, c'est que cette crise intervient à un moment où le monde est dans une profonde transformation et l'ensemble des entreprises également, et notamment les transformations digitales et la transformation durable. Ces transformations ont été initiées pré-Covid depuis quelques années. Je pense qu'on est loin d'être au bout, mais ces transformations ont été initiées. Et vous l'avez dit, les crises ont tendance à accélérer en fait les tendances existantes. Et donc bien sûr, la crise a accéléré la partie digitale et la transformation durable. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu l'explosion du e-commerce, dont Laurent nous parlera certainement. On a vu l'explosion du bio. On a vu aussi l'explosion de la digitalisation des services, là où les consommateurs étaient plutôt réticents historiquement sur la banque, la médecine. Et donc on a vu surtout un décalage finalement entre la demande, qui s'est retrouvée accélérée par la crise dans ces changements et propulsée sans doute de quelques années devant nous, alors que l'offre, elle n'a pas évolué sur les derniers mois. Les entreprises ont fait de leur mieux pour s'adapter dans les 3 mois de cette crise sanitaire, mais évidemment, on arrive en sortie de première étape de gestion de crise sanitaire avec un décalage finalement entre la demande telle qu'on peut l'exprimer et l'envisager pour le futur, et puis l'offre. Ça, je pense que c'est le premier point. Et du coup, ça nous permet d'imaginer un peu vers où va la demande consommateur. Le deuxième point, et c'est ce qui rend aussi cette crise unique, c'est qu'il y a des ruptures. Elle marque des ruptures. Le tourisme, l'aérien, la restauration, l'hôtellerie, autant de secteurs qui ont été percutés, et Philippe nous en parlera, qui ont été percutés violemment par la crise. Et ça, c'est un phénomène nouveau puisque les crises, en effet, historiquement, accéléraient plutôt les tendances. Et le troisième point qui a son importance, c'est que la période qui est devant nous va être une période de combat dont on sortira le jour où on aura un vaccin. Les spécialistes s'accordent à dire que ça pourrait être entre 9 mois pour les plus optimistes jusqu'à 24 ou 36 mois pour les plus pessimistes d'entre eux. C'est une période qui est très longue. Et donc, c'est une période où les consommateurs vont adapter leur mode de consommation, leur mode d'achat. Je parlais des secteurs qui ont connu des ruptures. Et cette période est suffisamment longue pour qu'on puisse se poser la question de est-ce qu'en fait, ces nouvelles façons de consommer et d'acheter ne vont pas devenir des nouvelles normes parce qu'elles se sont inscrites dans la durée. Et donc, du coup, imaginez cette nouvelle normalité là où il y a eu des accélérations de tendance, c'est relativement simple. Et là, c'est aux entreprises d'accélérer sur leur transformation digitale, sur leur transformation écologique, aux régulateurs, aux gouvernements, aux consommateurs de continuer à fournir le cadre et à s'adapter, aux investisseurs aussi. Là où il y a des ruptures profondes, compte tenu de sa durée, c'est plus difficile d'imaginer l'avenir. Et il y a donc toute une série de sujets qui doivent sans doute rester ouverts dans les mois qui viennent. Oui, et un grand flou sur certains secteurs qui ne va pas être levé tout de suite. Dans l'horizon de temps que je décrivais, on peut espérer que ça arrive vite, mais de façon raisonnable, c'est sans doute plusieurs semestres. Okay. On y reviendra certainement. On va peut-être parler maintenant d'un des secteurs en particulier, celle de la grande distribution, avec Laurent. Merci. Je vais effectivement peut-être rebondir sur ce qu'a dit Guillaume en prenant le prisme de la grande distribution. Et puisque Guillaume a développé 3 points, je vais aussi me tenir à 3 points. Le premier, pour dire quand même d'un mot que le dérèglement qu'on risque d'affronter dans les mois qui viennent est probablement une récession très importante qui a déjà commencé, et que voilà, après avoir eu une période avec 12 millions de personnes en chômage partiel, une population en France où le revenu médian est à 1 700 € environ par personne, il est clair que la question de la valeur de ce qu'on apporte dans le prix des biens et services va se poser avec une acuité encore plus forte, et pour toutes les industries, la nôtre mais d'autres aussi, ça va être évidemment un élément fondamental. Le deuxième point, pour rebondir là aussi sur ce qu'a dit Guillaume, qui a évoqué la croissance du digital, pour notre secteur, c'était déjà un enjeu majeur, essayer d'accomplir cette mutation. Elle a certainement été accélérée par la crise. Les gens étaient chez eux et donc consommaient d'une manière différente. Des personnes qui auparavant, personnes âgées par exemple, ou des personnes vulnérables qui ne consommaient pas du tout par voie digitale s'y sont mis, et il y aura probablement un effet cliquet
qui n'est pas encore facile à déterminer, mais les personnes ont changé leur mode de consommation et probablement sans effet retour pour notre industrie, et ça existe dans d'autres aussi. Ça implique des investissements financiers, des investissements en compétences, et ça accélère une mutation qui était déjà en cours. Le troisième point que je voudrais indiquer pour rebondir sur la question des externalités et des mouvements sur certaines questions environnementales ou sociétales, il y a eu un moment, probablement dans le moment de l'urgence du début de la crise, où on s'est dit que la loi sur l'économie circulaire, les questions touchant à l'environnement, aux déchets, au packaging, on allait pouvoir les mettre entre parenthèses, ou en tout cas que ça n'allait plus être l'urgence. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, non pas à cause de telle ou telle loi ou de tel ou tel dispositif, mais parce que ces questions-là sont au confluent d'attentes sociales que nous, on voit à travers les comportements des clients, alors qui sont disparates, qui ne sont pas toujours faciles à saisir, qui ne sont pas toujours cohérents, mais en tout cas qui existent. Confluence également avec des évolutions réglementaires, qu'elles soient européennes ou nationales, et puis enfin des mutations industrielles, parce que ça implique pour l'ensemble du chaîne de valeur de bouger, et que ces mutations-là, elles demandent du temps, elles demandent des investissements, mais je n'ai pas de doute sur le fait que la crise ne les arrêtera pas et les infléchira peut-être temporairement, et pour certaines les accélérera. Et donc pour notre secteur, mais je pense que c'est le cas dans d'autres aussi, elles devront continuer à être accompagnées. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle que ça ne s'arrête pas, toutes les questions environnementales, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Je ne porte pas de jugement sur bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, on doit les prendre en considération. Je disais juste que la crise avait pu laisser penser à un moment que ça ne serait plus une priorité. Et je crois qu'en fait, crise ou pas crise, c'est une tendance lourde et de fond que vous ne pouvez pas arrêter ou dont vous ne pouvez pas vous échapper. D'accord. OK, on va essayer de passer la parole à Christiane, si elle est là, en visio. Je suis là. Bonjour Christiane. Je suis là, je vous entends. Bonjour. 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 Allez-y. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Et je suis donc dans le Maine-et-Loire, dans mon département, et vous mesurez toute la difficulté de connexion dans le monde rural. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. C'est important de parler de la production. Laurent Vallée a très bien décrit ce qui s'était passé pour les distributeurs. Je voudrais dire quand même qu'il n'y a pas eu de rupture en France. Laurent Vallée le sait, nous avions 3 fois par semaine à 17h des rencontres chez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, pour faire le point. Certes, il y a eu certains jours où les distributeurs disaient « est-ce qu'on ne devrait pas avancer l'heure de fermeture ?» parce que nous n'avons plus de farine en rayon à 18h, nous n'avons plus de lait en rayon à 18h. Mais globalement, il n'y a pas eu de pénurie, il n'y a pas eu de manque. Les Français ont mangé à leur faim et la chaîne alimentaire a tenu, de la production jusqu'à la distribution. Ça a été très difficile pour certains secteurs. Il a fallu faire tourner les usines en 3-8 pour remplir des packs de lait, en 3-8 pour remplir des sachets de farine, parce que les consommateurs se sont rués sur certains produits de base, des pâtes, du riz, de la semoule, des œufs, du lait, du fromage râpé seulement. Ils n'ont pas consommé un certain nombre d'autres produits. Comme la restauration hors domicile était fermée, tout s'est concentré vers la distribution et le commerce alimentaire. Donc la distribution a capté 70% de la part de la RHD, et c'est vrai, a été sous une pression extrêmement forte, que ce soit les directeurs de magasins, les caissières, etc. Les agriculteurs, ça a été un moment aussi où finalement la société s'est rendue compte que ce qui était central dans notre vie, c'était manger, c'est-à-dire se nourrir, se soigner, travailler. S'alimenter, l'alimentation, besoin premier, salué à plusieurs reprises par les autorités, c'est positif. On était avant dans une période où l'agriculture était assez critiquée pour un certain nombre de choses. Et là, l'alimentation, les producteurs locaux, les produits bio, etc. Sur la façon de consommer, il y a quand même quelque chose qu'il faut regarder de près. Laurent Vallée l'a un peu dit. Il y a eu une orientation vers une alimentation hygiénisée. On consommait moins de pain, baguette acheté chez le boulanger, mais beaucoup plus de pain industriel, tranché, en sachet sous plastique. Les Français achetaient moins de viande tranchée au rayon boucherie. Beaucoup de distributeurs ont fermé leur rayon découpe traditionnelle, et c'était que des barquettes sous plastique qui étaient commercialisées. Idem pour le fromage. Personne n'allait au
mais on achetait le fromage sous plastique. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu la loi Poisson avec la suppression du plastique, mais masques, gants, plexiglas, visières, emballage plastique, il y a quand même eu un retour en force du plastique. Et c'est pas tant l'utilisation du plastique que le recyclage du plastique qui pose problème. Et quand il est ensuite utilisé n'importe comment. Mais ce que cette crise a montré aussi, c'est que la France a la chance d'avoir une chaîne alimentaire structurée, organisée, étoffée, et qui a été capable de répondre à des rushs de plus de 300% de commandes. C'est énorme, plus de 300%. Enfin, ça a été compliqué chez Carrefour, côté Monsieur Vallée, il le sait bien. Ça a été compliqué côté industriel aussi. Et puis, certains produits n'ont plus débouché. Les Français ne mangent plus de frites chez eux. Donc, on a eu une accumulation de pommes de terre frites vendues. Plus de canards, plus de pigeons, plus de cailles, plus de lapins, enfin, plus de pavés, de rumsteak. Un changement de consommation qui a été très important. Ce qu'on retire quand même, c'est que les Français sont plus allés vers des produits français, origine France, plus chez des producteurs locaux aussi. Ils avaient le temps, donc ils avaient plaisir à aller faire leurs courses. Chez les producteurs locaux, c'était aussi une sortie. Et même les producteurs locaux ont organisé du click and collect, du drive, pour faciliter et éviter le contact. Ce qu'on voit après Covid, enfin, on n'est pas encore après Covid, pardon, après confinement, c'est que certaines habitudes sont restées. Donc, je pense qu'il va y avoir des évolutions importantes, mais ce qui est important, c'est que l'agriculture a tenu, l'industrie agroalimentaire a tenu, et là où il y avait parfois une stigmatisation de l'alimentation industrielle, quand même elle, batterie, semoule, fromage râpé, c'est de l'alimentation industrielle pour transformer les produits. Beaucoup plus de plats préparés. J'ai eu échange avec Monsieur Picard. C'est impressionnant le rush qu'il y a eu sur la consommation de plats tout prêts, à côté de la cuisine qui est revenue en flèche. Donc, côté producteur, qu'est-ce que nous en tirons comme conclusion? Bon, d'une part, plus les produits sont sophistiqués, moins la part de produits agricoles est importante, donc plus la pression prix est importante aussi. J'entends ce que dit Monsieur Vallée en commençant. Il va y avoir une question de pouvoir d'achat des Français. Et il risque d'y avoir un télescopage entre les besoins de prix rémunérateurs pour les producteurs agricoles français, soumis à des contraintes exigeantes, sanitaires, environnementales, etc., et une demande de prix peu cher qui va s'exprimer. Donc, on aura probablement des dialogues et puis des désaccords, on aura à se parler. Ok, merci Christiane. Lucie, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, très bien. Oui, allez-y, c'est à vous. Et parlez-nous un peu de Too Good To Go. Oui, effectivement. Donc nous, chez Too Good To Go, notre grand combat, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire et comment est-ce qu'on inspire et qu'on engage toute la société dans la réduction du gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on continue à acheter un tiers de la nourriture produite dans le monde. C'est à peu près, alors qu'on a 870 millions de personnes en insécurité alimentaire à côté de ça. Et quand on parle de crise écologique, aujourd'hui, le gaspillage alimentaire dans le monde, c'est 8% des émissions de CO2. Donc, c'est vrai que ça pose bien sûr les questions de notre gestion de la chaîne alimentaire qui relève encore de beaucoup d'absurdités. Je pense qu'on en est tous témoins dans nos métiers quotidiens. Ce qu'on a vu avec la crise du Covid, et effectivement, vous êtes plusieurs à l'avoir mentionné, mais que notre rapport à la nourriture, il a été en pleine évolution. Aujourd'hui, pendant le confinement, les Français ont vraiment revu leurs habitudes alimentaires et ils ont vraiment questionné leur rapport à la nourriture. Et pour nous, un sujet très important qui est celui de la valeur de la nourriture. Quelle est la valeur économique, écologique, sociale de la nourriture et on a fait une étude YouGov avec Too Good To Go récemment qui effectivement montre que les Français ont changé leurs habitudes pendant le confinement. On a eu des ruptures de stock effectivement de farine, de levure. Je crois que ça a doublé quasiment par rapport à l'année dernière. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de Français veulent garder ces nouvelles habitudes. On veut plus de circuits courts aujourd'hui, on veut plus de produits bio et on veut également moins de gaspillage alimentaire. Donc c'est vrai, on le disait, pour moi, il y a une vraie opportunité de profiter de cette période inédite pour proposer une nouvelle façon de s'alimenter qui soit notamment plus adaptée à nos besoins et surtout aux enjeux climatiques auxquels on fait face.
Mais par contre, effectivement, en plus de ces deux tendances digitales et écologiques qui s'accélèrent, le prix reste évidemment le facteur d'achat important pour le consommateur aussi. Et ça le sera d'autant plus sur les prochains mois à venir avec la crise économique auquel on fait face et auquel on va faire face. Et donc, ce qui est important, c'est de ne pas pénaliser le consommateur, mais de réfléchir vraiment en amont à comment est-ce qu'on propose des solutions qui allient ces enjeux écologiques, ces enjeux digitaux, tout en conservant un facteur économique important. Et c'est ce que nous, c'est une des Too Good To Go, c'est un des cas qui montre qu'on peut allier justement impact écologique avec une réduction du gaspillage alimentaire, mais aussi enjeu économique, puisque ça permet d'avoir un système gagnant-gagnant pour nos commerçants partenaires et pour les utilisateurs. Donc voilà, la question c'est vraiment comment est-ce qu'on peut repenser nos modèles établis pour allier à la fois l'essor du digital, des enjeux environnementaux, tout en s'assurant que ça reste accessible à tous. Et justement, il y a un point qui est essentiel. Lucie, vous pouvez peut-être juste en 2 mots pour nos auditeurs qui peut-être connaissent pas le Too Good To Go, expliquer le fonctionnement de l'appli. Oui, bien sûr. Donc avec Too Good To Go, on connecte des commerçants de quartier, mais aussi des distributeurs, des cantines. On a effectivement Elior et Carrefour qui sont nos partenaires autour de la table, et avec des citoyens, les utilisateurs de l'application, qui vont passer récupérer à un moment défini des produits qui auraient été jetés quelques minutes plus tard. Et donc l'idée, c'est de connecter commerçants et consommateurs pour réduire ensemble le gaspillage alimentaire et proposer un modèle gagnant-gagnant où les produits ne sont plus jetés. Donc aujourd'hui, on a sauvé un peu plus de 17 millions de repas en France. On est aussi présent dans 13 autres pays en Europe. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des actions très simples du quotidien, des petits gestes concrets qui font la différence. Et aujourd'hui, on sauve plus de 100 000 repas chaque jour dans 14 pays d'Europe. Et l'idée, c'est de continuer à développer ça dans le monde entier en allant aux États-Unis cette année. Ok, super, c'est un très beau projet. Ok, on va passer à Philippe maintenant, sur Elior. Tout à fait, donc le groupe Elior, c'est 45 000 collaborateurs en France. On est leader du bio-nettoyage en santé et leader de la restauration collective. Alors, la restauration collective, c'est quoi? C'est 10% de la restauration hors foyer, pour ce qui est de la partie concédée. Donc nous, c'est 2,5% de ce 100%, avec nos 1 400 000 repas servis tous les jours. Voilà. Donc, alors nous, on est exposé à 2 types de dérèglements. Là, bien sûr, de manière très conjoncturelle, économique et sociaux, même si notre restauration sociale, là, c'est encore plus marqué. Et puis, des dérèglements sanitaires et environnementaux. Alors, pour le premier, faut être clair, la fermeture des écoles a, en France, privé de nombreux enfants, de trop nombreux enfants, du seul repas équilibré auquel ils avaient accès. Et c'est pour ça qu'il est absolument impérieux que les écoles rouvrent en septembre de façon tout à fait normale. Et de toute façon, on peut s'attendre à avoir une montée extrêmement importante de personnes en France qui vont se retrouver en insécurité alimentaire. Et nous avons aujourd'hui, effectivement, un savoir-faire, des outils qui permettraient, si l'argent public est fléché vers ces personnes vulnérables ou mises en situation de vulnérabilité, de pouvoir effectivement les alimenter de manière saine. Ensuite, effectivement, sur les dérèglements sanitaires et environnementaux, je dirais autant sanitaire, effectivement, on en parle beaucoup maintenant, autant le dérèglement environnemental, il était déjà avant et il va continuer, et c'est plutôt des tendances de long terme. Pour ce qui est du sanitaire, d'abord, nous, notre credo, c'est bien sûr la sécurité alimentaire, auquel s'est rajouté les protocoles Covid-19, et donc ce souhait de ne pas être contaminé sous prétexte qu'on a accès à de l'alimentation. Aujourd'hui, on voit effectivement une attente, une relation très claire. Nos convives font une relation très claire entre ce qu'ils consomment et leur état de santé. Et à commencer par les allergènes, mais tout ça, c'est sur tout un tas de plans. Et c'est la raison pour laquelle nous avons introduit, et nous sommes les premiers à le faire dans la profession, le Nutri-Score sur nos plats, pour donner une information sur les qualités nutritives de ce que nous servons. Et dès la rentrée de septembre, l'ensemble de ce qui sera servi dans les écoles en France par Elior aura cette information, ce qui permettra aux enfants de choisir, mais également aux parents d'être rassurés sur le fait que leurs enfants mangent une alimentation saine.
Sur l'environnement, des sujets qui existaient déjà avant, bon, je prends par exemple le végétarien qui monte en puissance. Aujourd'hui, c'est 15% de notre offre, c'est même 40% en Angleterre. Ça a été repris d'ailleurs par la Convention citoyenne. Le bilan carbone, on a une expérimentation avec l'ADEME pour communiquer sur le bilan carbone des plats que nous fabriquons. Les circuits courts, on en a parlé, Christian en a parlé. Donc effectivement, le local, le bio, l'alimentation, l'approvisionnement raisonné. Aujourd'hui, 53% de ce que nous servons à manger en France est fait avec des ingrédients qui sont français. Donc le local, il commence déjà par être français. Et avec la fermeture des frontières pendant le confinement, bien évidemment, ça a été encore plus le cas. Et sur certaines catégories, on est déjà à des pourcentages bien plus élevés. Si vous prenez les fruits frais, on a 94% français. Ensuite, vous avez bien sûr la suppression des plastiques à usage unique. Bon, maintenant, soyons clairs, quand on passe de salade bar à des repas qui sont packagés, on fait avec ce qu'on a. Et comme le disait tout à l'heure Laurent, c'est clair qu'il y a toute une filière industrielle à créer. Alors, c'est peut-être une bonne idée d'investissement en France pour créer des alternatives, effectivement, à ces plastiques à usage unique qui sont encore trop utilisés. Voilà. Et puis, la lutte contre le gaspillage. Bon, Lucie l'a dit, effectivement, aujourd'hui, 15 à 20% de ce que se servent nos convives est gaspillé. Et donc, c'est ça qu'on va chercher avec des initiatives du type Too Good To Go dans un certain nombre de sites. On en a une dizaine en Île-de-France, dont ceux de Carrefour, qui nous permettent de voir que quand on implique nos convives, on peut effectivement combattre ce gaspillage alimentaire et donc donner à manger ce qui n'aurait pas été consommé et qui reste bien sûr consommable. Voilà. Et donc, juste pour conclure ce propos liminaire, je dirais que face à tous ces dérèglements, on n'a que deux solutions. L'une, c'est de se comporter en acteur responsable et un tiers de confiance. Donc, il faut inspirer confiance. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut donner aux consommateurs, aux convives dans notre cas, la capacité de faire un choix éclairé, de faire ses choix. Voilà, on ne peut pas imposer, on ne va pas imposer du végétarien. Par contre, on donne la possibilité de faire ce choix. Avec Nutri-Score, on donne la possibilité aux gens de choisir leur alimentation. Voilà. Super. Alain, c'est à vous. Oui, alors dans ce contexte de reprise de l'activité économique, on voit bien que tous les yeux sont braqués vers les consommateurs. On dit qu'ils ont épargné 60 milliards, donc ça, on fait des yeux de chimène, tous les professionnels se dire il faut décaisser tout ça, il faut vite se remettre à consommer. Nous, on a engagé une réflexion pour savoir si on repart dans la consommation, et l'économie est relancée, la consommation est le premier moteur de l'économie, donc je veux dire, on comprend pourquoi le consommateur fait l'objet de toutes les attentions. On sait très bien que l'économie de demain sera ce que nos choix de consommation seront. Si on veut bien regarder, selon qu'on consomme ceci ou cela, qu'on est éclairé, qu'on achète plutôt des produits avec un Nutri-Score favorable et puis qu'on délaisse le D ou le E, on voit bien que ça va impacter le producteur qui va, s'il perd des parts de marché, il va finir par essayer d'être classé un petit peu mieux. Donc c'est évident ce que je dis, mais dans ce contexte-là, on a donc mené une réflexion avec l'ambition de se dire on va soumettre aux consommateurs quelle consommation ils veulent demain promouvoir. Et dans ce cadre-là, quelles mesures faut-il prendre ? Quelles sont les pistes pour élaborer ensemble une grande loi consommation ? Parce que c'est rare, hein, ça faisait très longtemps qu'en début de mandat, on n'a pas eu de loi consommation, on n'en voit pas venir, et peut-être que là, ce serait l'occasion. Donc, on a lancé ça sur notre site, on a plusieurs propositions qui sont axées autour d'une consommation plus sobre, plus juste et plus responsable, avec tout un tas de mesures, et rassurez-vous, je ne vais pas les détailler ici, et on appelle les consommateurs à voter hein, sur Que choisir en ligne, pour après porter ça au pouvoir public, aux parlementaires, au gouvernement. On l'a lancé hier, on a déjà 70 000 votes, donc ça marche plutôt bien. Dans ce cas de consommation plus sobre, alors évidemment, on a plusieurs aspects de la consommation plus sobre en consommation d'énergie. C'est toute la rénovation énergétique, c'est moins de gaspillage, c'est étendre la durée de vie des produits industriels, donc allonger la garantie, etc. Et il y a quelque chose qu'on met sur la table, bon, qui n'est pas révolutionnaire, mais on veut tester ça auprès du public. C'est ce qu'on appelle le prix vert. C'est quelque chose d'assez connu, évidemment, des économistes.
c'est faire en sorte que le prix que paye le consommateur reflète, autant que faire se peut, le vrai coût environnemental. Nous, à l'UFC Que Choisir, on est pour la vérité des prix, une vérité des prix qui s'appuie sur la vérité des coûts. Et on est frappé de constater que le consommateur, lorsqu'il doit faire un choix, on sait qu'il y a quelque chose qui est déterminant, c'est le prix. Et il y a une concurrence déloyale entre un produit industriel, par exemple, d'équipement, un frigo qui va consommer beaucoup d'énergie, mais qui sera très peu cher à l'achat, et puis un autre qui sera très vertueux, qui va très peu consommer. Le consommateur ne peut pas faire tout ce raisonnement et l'acheter beaucoup plus cher, et donc le retour sur investissement qui est parfois peu probable. Et donc, et on peut dire ça en matière alimentaire. En matière alimentaire, on sait qu'il y a une volonté, chaque fois qu'on le peut, d'acheter un produit bio, ou dans d'autres secteurs, d'acheter de l'énergie verte. Mais il y a quelque chose qui est incontournable, c'est la capacité d'acheter, c'est le pouvoir d'achat. Et donc, très clairement, si on veut faire émerger un comportement consumériste plus responsable, acheter des produits plus vertueux, eh bien, il faut qu'il y ait une vérité des prix. Et aujourd'hui, par exemple, une pomme qui va être bio, eh bien, elle est artificiellement présentée comme étant chère. Et le produit conventionnel, artificiellement pas cher. Pourquoi je dis artificiellement pas cher? Parce que le consommateur, de toute façon, il va payer les conséquences du mode de production d'une pomme qui va nécessiter beaucoup d'eau, des intrants, des pesticides qu'on va retrouver dans la nappe phréatique et qu'on va finir par payer dans les redevances de l'eau. Donc le consommateur, il finit toujours par payer. Mais du coup, on n'a pas ce signal prix et rapprocher finalement par un mécanisme de prix vert, c'est-à-dire réinternaliser dans le coût les externalités qu'on connaît, qu'on sait, environnementales, que ce soit du suremballage, du transport, la gestion du déchet, le fait d'utiliser beaucoup d'intrants, beaucoup d'eau, tout ça, l'intégrer dans le prix, le réinjecter, donc ça augmente effectivement le prix, mais ça suppose, et en parallèle, faire en sorte que le produit plus vertueux bénéficie, lui, d'un bonus, et du coup, ça rapproche les prix, et donc dans le déclenchement de l'acte d'achat, le consommateur, il a un indice pour changer de comportement. Alors évidemment, il faut que ce soit très transparent. Il y a plusieurs conditions. Il faut que ce soit très transparent, il faut que ce soit progressif, une double progressivité, aussi bien dans le montant que dans les produits et les secteurs qui seraient concernés, et évidemment une neutralité budgétaire. C'est ce que je disais. Il faut que ça ne doit pas être une nouvelle TVA qui vienne à alimenter les caisses de l'État. Il est indispensable que ça revienne à la collectivité des consommateurs d'une façon ou d'une autre. Le bonus-malus a déjà, par exemple, produit ses effets très positifs sur les voitures d'occasion versus petites voitures économes neuves. Et voilà, ça fait partie, sur l'ensemble des propositions que l'on fait, des choses qu'on met sur la table et qu'on teste auprès du public dans ce contexte de redémarrage de l'économie qui est appelé des vœux de tous. Oui, j'ai l'impression d'après les propos des uns des autres qu'on attend beaucoup de ce consommateur après les confinements et dans cette nouvelle période qui s'annonce. Mais juste une question tout bête, peut-être, je veux peut-être que vous votiez. Vous croyez vraiment qu'il va y avoir un consommateur après le confinement et le Covid, que ça va être tellement différent de ce que les habitudes de consommation qu'on avait avant, ou vous trouvez que ça va rentrer un peu, peut-être ça c'est trop exagéré et qu'il ne va pas avoir un consommateur complètement différent après? Peut-être Laurent, si vous voulez démarrer sur ce... Ah, vous savez, si j'étais sûr de détecter le comportement du consommateur, Carrefour marcherait encore mieux qu'il ne marche aujourd'hui, Oui. probablement. Donc c'est une question qui n'est pas simple, avant ou après Covid. Peut-être pour rebondir sur certaines choses qui ont été dites, je crois que tout le monde peut être d'accord avec l'idée de mieux informer le consommateur, ou en tout cas lui apporter tout l'éclairage dont il a besoin pour faire son choix en faveur de tel ou tel produit. Plus compliqué est l'exercice de flécher sa consommation, ou d'estimer que par tel ou tel outil,
on va orienter vers quelque chose qui est plus vertueux ou moins vertueux. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, et notamment parce que ce qui est important, c'est parfois moins que tel ou tel produit individualisé est bon, entre guillemets, que d'avoir une alimentation équilibrée. Voilà, je reconnais qu'il m'arrive de faire des excès. J'espère qu'ils sont compensés à d'autres moments par quelque chose d'équilibré. Donc c'est une question assez compliquée. Je suis pas nutritionniste, mais je pense que c'est pas totalement simple. Et enfin, une dernière petite banalité entre guillemets, mais vous avez parfois un écart entre ce que le consommateur prétend vouloir ou ce qu'il affirme vouloir et son comportement réel. Il y avait dans un autre secteur un phénomène assez classique qui était Arte, la chaîne préférée des Français. Dans tous les sondages, c'était Arte qui sortait en premier. Dans l'audimat, c'était plus souvent une chaîne un peu plus en amont sur la grille de votre télécommande qui sortait en premier. Donc tout ça est à prendre en considération quand vous prétendez connaître votre client et votre consommateur et ensuite l'orienter. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que l'exercice est tout à fait noble. Alors. Oui, cela dit, le fait d'avoir un prix vert, comme j'ai expliqué, le but, c'est pas de régler tous les problèmes de la Terre. C'est simplement, quand on est face à un prix ou à deux prix, un produit qui est conçu dans des conditions très impactantes pour l'environnement, ou bien dont l'usage est très impactant pour l'environnement, etc. Et à côté de ça, un produit qui serait plus vertueux, même si le consommateur a cette conscience de la nécessité d'acheter responsable, vertueux, etc., le prix, à part chez certaines personnes très militantes, le prix reste un déterminant majeur. Et donc, il est important de jouer sur ça, au-delà de l'information. Si j'ai la bonne information, je reprends l'exemple d'un frigo qui va être classé A, qui consomme très peu d'électricité, et un autre qui va en consommer beaucoup plus, qui sera classé C ou D. S'il y a un différentiel de prix énorme, ce qui compte, c'est le différentiel. On ne sait pas ce que c'est qu'un prix, c'est toujours relatif, un prix. Et donc, c'est cette relativité, le gap entre le produit vertueux, on va dire, pour simplifier, et le produit qui ne l'est pas, ce gap, il faut le réduire. Et du coup, celui qui faussement apparaît moins cher à l'achat, alors que c'est une tromperie, en quelque sorte. Et si on veut faciliter la convergence entre ce que j'ai envie et ce que je peux, il faut qu'on joue sur la vérité du prix, qui doit être par rapport à la vérité des coûts. Et il y a l'autre facteur qui a été dit tout à l'heure pour la relance, qui est la confiance. Ça, c'est extrêmement important, la confiance. Et moi, je suis stupéfait. On a dit qu'il y a un secteur qui était mal en point, on ne savait pas comment ça allait redémarrer. Le tourisme. Je suis stupéfait de voir comment les professionnels bafouent le droit des consommateurs, piétinent le règlement communautaire, les vols ou les voyages ont été annulés, les consommateurs ne peuvent pas récupérer leur argent, c'est un droit au remboursement. L'Europe, la Commission européenne vient de déclencher des poursuites contre l'État français qui prend des mesures anti-européennes et anti-consuméristes. Vous croyez que les gens, alors qu'on dit que le Covid circule toujours, qu'il y aura peut-être un rebond à la rentrée, vous croyez que les gens vont utiliser leur avoir parce qu'on leur impose un avoir au lieu de récupérer leur argent? Donc on joue le banquier au profit des professionnels. Vous croyez que les gens vont avoir la confiance en se disant, bon, allez, banco, je reprends un voyage en octobre ou en novembre, décembre, même janvier, février, même pour le printemps, en se disant que s'il y a de nouveau un rebond, eh ben, je ne reverrai pas mon argent. Il faut que les professionnels s'interrogent parce que la confiance, elle sera un des éléments clés dans les différents secteurs alimentaires, la confiance sur l'origine, sur l'acheter français. Va y avoir, j'allais dire, une communication effrénée sur l'acheter français. L'acheter français, c'est quoi aujourd'hui la réglementation sur Made in France? C'est le flou total. On voit fleurir des tours Eiffel, des cocoricots, des bleus, blancs, rouges. C'est le 14 juillet tous les jours. Et quand on va s'apercevoir que tel ou tel produit, il n'y a pas que l'alimentaire, je vais vous dire, je voyais encore récemment une montre bien française, soi-disant, avec le cocorico bleu, blanc, rouge. Et quand on regarde de près, le mécanisme qui coûte le plus cher, il est fait à l'étranger, le boîtier est fait à l'étranger, le verre est fait à l'étranger, le bracelet est fait à l'étranger. Okay. Et c'est simplement le montage qui est fait en France. C'est une minute 20.
Et pourtant, on va dire que c'est français. Donc, si on trompe les consommateurs comme ça, il y a une appétence, une volonté d'acheter local, d'acheter plutôt français. Mais il ne faut pas qu'on trompe les gens sur ce concept. Donc, la confiance, elle va être déterminante. Guillaume? Non, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit et ce que disait Laurent. C'est évidemment très très difficile de prévoir l'avenir. Je pense qu'il faut quand même distinguer 2 horizons de temps. Il y a jusqu'à l'arrivée du vaccin, 8-24 prochains mois, où il y aura quand même ce décalage entre la demande qui a évolué de façon complètement accélérée, l'offre qu'il faut adapter avec tout ce qui a été dit sur la difficulté à faire bouger l'ensemble des filières, qu'elles soient agricoles ou industrielles, parce que ce sont des mouvements lents. Je pense que ce qui va prédominer dans cette période, c'est plutôt une volatilité de demande un peu sous l'emprise du sanitaire. Parce qu'on ne peut pas ignorer que tant que le vaccin n'est pas là, on n'est pas à l'abri de gestes barrières, de reconfinement partiel. On voit bien ce qui est en train de se passer en Allemagne il y a quelques semaines. On voit bien où en sont les États-Unis, le Brésil et l'Inde aujourd'hui. Le virus, il est toujours là. Et donc, il y a des facteurs de volatilité dans les évolutions de demande qui, je pense, à l'ordre 1, seront plutôt supérieurs à toutes les évolutions long terme qu'on a pu évoquer. Je pense que le deuxième horizon de temps, c'est post-vaccin. Et là, on est dans le flou. Il y a les tendances qui s'accélèrent et qu'on connaît bien et que tu mentionnais, Laurent, et que vous avez évoqué. Le bio, le e-commerce, etc. Là, on peut tirer le trait, on va se planter, entre guillemets, mais on a un peu une idée de là où ça va. En revanche, il y a toutes les ruptures que j'évoquais. Et là, c'est plus difficile. Et du coup, ce que ça dit quand même beaucoup pour l'entreprise, c'est s'équiper pour traverser cette période de volatilité. Et là, on revient sur le digital, qui va être un levier pour s'équiper. Et puis 2, je pense, garder énormément d'agilité, à la fois dans cette période de combat sur les 12-24 prochains mois, et en même temps pour s'adapter à cette nouvelle norme qu'on n'est encore pas capable vraiment d'esquisser. Et je voudrais juste rajouter un petit point. On parle beaucoup du consommateur. Le consommateur, en fait, il est dans un écosystème. Il réagit à une offre, il réagit à une information. Et donc, au-delà du consommateur, il faut parler aussi des investisseurs et de leurs attentes. Moi, j'observe quand même que dans cette période, ça avait déjà démarré, là aussi, les investisseurs avaient commencé à changer de discours. Et j'observe que dans cette période des 3-4 derniers mois, en fait, les sociétés qui sont les plus vertueuses en termes environnemental, social, ont plutôt une meilleure résilience vis-à-vis des investisseurs. J'observe que les fonds qui sont focalisés là-dessus ont aussi attiré davantage de fonds que les autres. Il y a aussi le volet de réglementation que vous évoquez, qui peut avoir un impact sur le consommateur, un impact profond, et qui permet en fait de créer un jeu concurrentiel qui reste un jeu concurrentiel sain, et qui doit rester sain. Et puis il y a les employés aussi. Les employés à qui les entreprises donnent du sens à travers l'action qu'elles mènent, en donnant de la transparence et du choix aux consommateurs, qui ont besoin d'être fédérés derrière ce sens-là, qui va dans le sens de l'histoire, dans le sens de ces nouvelles attentes. Et donc je pense que le consommateur, il ne faut pas trop lui demander, c'est comme l'entreprise, il ne faut pas trop lui demander. Il y a quand même tout un écosystème autour qui doit s'orienter, que ce soit le régulateur, les politiques, les employés, pour aller dans le sens qu'on peut imaginer. Vous voulez rebondir dessus? Oui, je voulais juste revenir sur un point qui a été mentionné par Alain Bazot tout à l'heure. Si on veut amener le consommateur à consommer vertueux, il faut, comme vous le disiez, d'une manière ou d'une autre, intégrer dans le prix des externalités ou le coût des externalités. Et ça renvoie un peu à l'échec éternel de la fiscalité environnementale, parce qu'elle pose en réalité des problèmes d'équité très grands. Et donc, c'est pas seulement un problème de consommation, c'est aussi un problème de revisiter la fiscalité, notamment compensée par des transferts forfaitaires, c'est-à-dire qui ne dépendent pas du comportement, vers les catégories qui sont les plus impactées par des prix qui augmente du fait de la prise en compte des externalités, de manière à garder des prix qui soient des bons guides des comportements. Donc, en gros, mettons, je reçois 300 € par an forfaitaire, quel que soit ce que je fais, je reçois ces 300 € par an. Maintenant, je peux choisir de continuer à prendre ma voiture ou je peux choisir de me déplacer en vélo. Et si je prends ma voiture, je vais payer plus cher parce que je vais être taxé sur l'essence, par exemple, ou le combustible que j'utilise. Et on pourrait décliner ça finalement de multiples manières. Mais s'il n'y a pas une réflexion sur les transferts qui doivent accompagner la mise en œuvre de cette politique, je pense qu'on se heurtera, comme on s'est heurté jusque-là, à une très forte opposition
politiques qui sont perçues comme des politiques inéquitables. Et donc, ça doit se penser ensemble. Mais la taxe carbone, on a bien vu l'échec. Mais c'est ça, oui. On était d'ailleurs à l'UFC Que Choisir contre la taxe carbone. On avait bien identifié que c'était une taxe sur la ruralité, sur le périurbain, parce qu'il n'y avait pas d'alternative à la voiture individuelle, il n'y a pas de transport en commun. Et en discutant à l'époque avec Nicolas Hulot, c'est nous qui avions proposé pour compenser le fameux chèque vert. Donc, a été retoqué après dans le Conseil constitutionnel, ça devait être trop compliqué, et du coup, c'est tombé à l'eau. Mais on avait bien conscience, ce fameux enjeu pouvoir d'achat, et l'aspect punitif, il faut éviter cet écueil à tout prix, ça évidemment. Mais, justement, Félix, il est possible de parler, effectivement, il ne faut pas que... Oui, il faut... Pardon. Oui, Allez-y, Christiane. On peut parler? Ah, oui, allez-y. Oui, merci beaucoup. Je voulais réagir suite à ce qu'a dit Monsieur Bazot. Les produits les plus distorsifs, les produits les plus faux sur le prix, ce sont les produits d'importation. Nous importons en France chaque année beaucoup de produits alimentaires qui sont produits dans des conditions très différentes des conditions françaises, qui ont des coûts de production extrêmement bas. Les producteurs français sont incapables de s'aligner. Moralité, nous avons des faillites en agriculture parce que la tyrannie des prix bas s'impose et on a perdu des pans entiers dans le domaine des fruits, des légumes. On a augmenté nos importations de fruits de 67% sur les 10 dernières années et nos importations de légumes de 50% sur les 10 dernières années. Pourquoi? Parce que la demande est en produits pas chers dans les supermarchés prioritairement et donc ça met en faillite l'agriculture française. Alors, nous, dans le manifeste que nous avons proposé suite au Covid pour une souveraineté alimentaire solidaire, la première des choses que l'on propose, c'est un pacte avec les consommateurs et avec l'État. Si des exigences de production favorables à l'environnement, favorables au sanitaire, et Dieu sait si c'est important, et nous y sommes prêts, sont demandées aux agriculteurs, il faut que les consommateurs nous suivent, mais ne soient pas en recherche de prix toujours plus bas, ou alors il faut que l'État taxe moins, qu'on ait nous aussi des coûts de production plus compétitifs pour tenir tête à nos compétiteurs étrangers. Franck Ribou disait, un consommateur, moi je ne sais pas ce que c'est. Un client, je sais ce que c'est. Il vient, il matche sur un prix ou pas. Donc, quand même dire que les produits français ont un contenu produit, un contenu environnemental sanitaire supérieur, c'est normal qu'ils aient un prix meilleur, mais nos achats font nos emplois. S'il n'y a plus d'activité en France, il n'y aura plus d'emploi en France. On va entrer dans une grosse période de chômage. Maintenir des achats sur des produits français, qu'il s'agisse de chaussures, de chemises, de voitures ou de biens d'équipement, c'est maintenir de l'emploi en France. C'est un tout cohérent. On ne peut pas avoir un niveau de protection sociale premium et acheter low cost, parce que sinon on met à mal toutes les chaînes économiques et de valeur. Et là, je pense que les distributeurs ont fait des efforts pendant le confinement, priorisés sur les produits français. Je les ai remerciés. Mais il faut qu'on inscrive dans la durée ce pacte consommateur, producteur et l'État régulateur qui doit aussi veiller à ce que chacun s'y retrouve. Merci. Mais je pense que là c'est ça qui va être très dur. Je pense qu'on a plein d'attentes sur le monde qu'on voudrait voir sur l'environnement ou les enjeux sociétaux. Et on a quand même une réalité économique qui va être très dure, qui va peut-être remettre en cause certaines de ces bonnes volontés des uns et des autres. Philippe, je pensais que vous vouliez oui, non, je voulais juste intervenir. Effectivement, on a parlé tout à l'heure de ce qui a été le plus consommé pendant le confinement. On parlait du riz, des pâtes, des fromages râpés. Je rappelle que les Français, en moyenne, ont pris 2,8 kilos pendant le confinement. Donc, quelque part, on ne peut pas considérer que leur alimentation est obligatoirement saine. Et je crois que tout l'enjeu qu'on a, justement, c'est de continuer à donner accès à une alimentation saine à des gens dont le pouvoir d'achat n'est peut-être pas celui le nôtre, au rendez-vous. Aussi. Et c'est toute l'équation qu'on va devoir résoudre. Parce que sinon, cette crise économique va encore accroître les inégalités et les écarts entre ceux qui peuvent se payer ce qui est bio, local, et j'en passe et des meilleurs, et ceux qui ne peuvent pas. Et nous, je veux dire, on est bien placés quand on fait un repas scolaire à 3,50 €, qui est très encadré et qui doit contenir tout un tas de protéines, etc., etc. Bien évidemment, on doit rentrer dans ce cas des charges. Et on ne baisse pas les bras. Hein. Au contraire, on va chercher des solutions. Et si possible, effectivement, local. Hein. Mais du coup, aussi en communiquant sur les choix que nous faisons. Hein. Le prix est une chose,
mais il faut aussi raconter l'histoire qui va avec le produit, hein, d'où il vient. Ça aussi fait partie. Il faut donner envie. Voilà, et donner envie. Oui, voilà. Et ça. donner envie peut-être. Voilà. Et après, c'est peut-être à la fin, quand vous avez un pouvoir d'achat qui est réduit, c'est peut-être consommer moins pour consommer mieux. Et il faut qu'on oriente aussi vers ça. Et justement, c'est toute la difficulté d'une économie qui est drivée par la croissance. C'est que ensuite, qu'est-ce que ça veut dire de consommer moins? Est-ce qu'on se nuit nous-mêmes en achetant moins? C'est des enjeux un peu compliqués à résoudre. Je propose qu'on regarde si nos auditeurs ont des questions pour alimenter notre échange. Voilà, ça rejoint un peu mes derniers propos. Une question de Ellis. Comment passer à une mode de consommation plus frugal sans nuire à l'emploi? Qui veut Oui. Acheter des produits fabriqués en France. Je dis acheter des produits fabriqués en France pour nos vêtements, pour nos voitures, pour nos équipements. Quand on achète des produits français, on va partir sur un truc totalement différent. Regardez le succès du produit, le slip français. Alors là, c'est pas l'alimentation, c'est le textile. Le slip français, les chaussettes qui reviennent au devant, des jeans qui sont fabriqués en Lozère. Est-ce qu'on est capable de dire qu'il y a des industries françaises qui ont perdu parce que la mode était au t-shirt à 1,50 €, au basket à 3,80 €, mais on a tué l'industrie française de cette façon-là. Oui. Pour créer de l'emploi en France, il faut produire et transformer en France et acheter français. Alain, ça vous inspire quelque chose? Ben oui, moi, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais c'est cette injonction d'acheter français alors qu'on n'a pas de normes, d'indicateurs de ce qui est français, estampillé français ou de ce qu'il ne l'est pas. J'ai donné tout à l'heure un exemple, je ne vais pas revenir dessus. C'est trop facile de mettre du bleu, blanc, rouge sur un produit, alors qu'en réalité, la part économique qui est vraiment française, elle est mineure. Donc, le consommateur ne va pas se laisser instrumentaliser tant qu'on n'a pas du Made in France qui est réellement encadré, contrôlé. Et acheter français, c'est pas le même concept que la frugalité. La frugalité, la sobriété, c'est acheter plus durable. C'est plutôt que de renouveler régulièrement des produits qui sont pas réparables, qui sont jetables, c'est voilà, les faire durer dans le temps et du coup rabattre la consommation vers autre chose. Ou alors je paye plus cher, j'achète une chemise au lieu d'en acheter 3 ou 4. Mais mon budget, il est bien dépensé, mais d'une autre façon. J'ai pas 50 chemises, j'en ai 2. Je mange pas des kilos de, je sais pas de quoi. J'équilibre davantage. Mes déplacements, je les conçois autrement. Ma dépense énergétique, elle diminue. Donc c'est plus frugal, c'est plus sobre parce que j'investis dans des appareils électroménagers qui sont plus vertueux, moins gourmands. J'isole mon appartement. On sait qu'il y a des gains de sobriété, de consommation énergétique considérables. C'est la rénovation énergétique. Je ne sais pas quand est-ce que dans ce pays, on va mettre le dispositif d'aide fiscale, etc., d'intervention de l'État, on va le mettre au service de la performance énergétique. Aujourd'hui, l'ADEME a ressorti un rapport en disant que la rénovation aujourd'hui des bâtiments, des habitations, en gain de gamme là, sur la consommation, c'est rien du tout. On isole des portes et fenêtres et on est indemnisé pour ça, alors que tout le monde dit que ça n'a aucun effet. C'est le premier professionnel qui passe qui enlève la mise. Donc, si c'est quelqu'un qui fait des portes et fenêtres, on va vous isoler les portes et fenêtres. Si c'est quelqu'un qui fait des toitures, ça va être votre toiture. Si c'est un vendeur de chaudière, il va changer la chaudière. Et donc, enfin bref, c'est du n'importe quoi. Il y a une gabegie considérable. Tout ça parce qu'on ne met pas la performance énergétique au cœur du système. On n'impose pas une obligation de résultat aux professionnels, si bien que là encore, il n'y a pas de confiance. Il faut voir un peu le contentieux qu'on a des promesses faites au coin d'une table sur le retour sur investissement, d'investissement qu'on fait pour rénover sa maison. Je ne connais pas en France une seule entreprise qui dépense de l'argent sans avoir calculé le retour sur investissement. On demande aux consommateurs d'investir dans de la rénovation
avec des coûts, avec soi-disant des aides, avec telle baisse de facture. Et tout ça, ça n'est absolument pas garanti. Les travaux, on ne sait pas s'ils sont efficaces. Il n'y a personne qui vient garantir l'efficacité. Il n'y a aucune obligation de résultat des professionnels. La loi Ségolène-Royal est venue supprimer l'obligation de résultat qui venait de la jurisprudence pour une obligation de moyens. Ça veut dire que tous les gens qui sont démarchés pour la rénovation énergétique, on leur promet un retour sur investissement qui n'existe pas, qui est complètement bidon. Ouais. Donc la rénovation en France, elle ne décolle pas pour ces raisons-là. Donc là aussi, consommer sobre, c'est ça. Mais encore faut-il l'outil autour. Non, pas que de l'information. C'est des droits acquis du consommateur. Quand on me promet une baisse de consommation, cette promesse doit être tenue. Et il faut que l'État il investisse de l'argent en proportion du gain énergétique que je vais faire. Pas simplement parce que j'ai décidé de mettre des portes et fenêtres à double vitrage, alors que ça n'a aucun effet sur la consommation énergétique. Je vais prendre une autre question d'un auditeur. Est-ce que vous ne seriez pas un peu dans le wishful thinking avec vos histoires de consommateurs engagés? Ce que je vois autour de moi pendant la crise sanitaire, ça sous-entend, c'est tout l'inverse. Les gens se sont rués dans les fast-food et les bousculades pour obtenir des produits en promo ont reprise une fois le confinement levé. Qu'en pensez-vous de ça, Guillaume? C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, on ne peut pas tout lui demander au consommateur. Le consommateur, il réagit à une offre, il réagit à un écosystème. C'est Lucie qui veut prendre. Non, tu termines, ensuite je passe la parole. Voilà, donc oui, on a observé des choses comme ça, et le consommateur, c'est aussi un citoyen, et il est un peu schizophrène, et voilà, donc c'est clair qu'il faut le guider, et on ne peut pas s'attendre à ce que tout seul, il trouve son chemin dans cette jungle d'offres. C'est vrai. Lucie, vous vouliez peut-être prendre la parole? Au début, et c'est vrai qu'il y a énormément... Lucie. Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Super. Non, je disais, bien sûr qu'on est encore au début et bien sûr qu'il y a encore beaucoup de comportements qu'on voit qui vont pas dans cette direction. Mais je pense que c'est un peu pour revenir à ce qu'on disait au début, le fait que les crises ont tendance à accélérer les tendances. C'est la vérité aussi. Ces questions, aujourd'hui, on se les pose. Il y a une raison pour laquelle on est tous aujourd'hui en train de parler d'écologie. On a vu le succès des Verts au municipal. On voit l'importance que prend la Convention citoyenne pour le climat aussi dans les médias et dans les esprits. Donc, je pense qu'il faut quand même se dire que clairement on va dans cette direction. Après, c'est comment est-ce que justement tous les acteurs, que ce soit les politiques, les entreprises, les citoyens, la façon dont on pense les taxes de demain et les nouvelles habitudes, permettent aux citoyens d'aller de plus en plus dans cette direction, et qu'effectivement ce petit écosystème et cette petite bulle qu'on voit aujourd'hui, elles prennent de plus en plus d'espace et qu'on permette à chacun d'aller dans cette direction. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie opportunité de repenser les habitudes, et qu'effectivement, si on se concentre sur ceux qui ne sont pas prêts à changer, on est effectivement pas prêt de changer, mais on peut aussi faire le raisonnement inverse et prendre l'opportunité de ceux qui sont prêts à changer les choses. Philippe, vous êtes plutôt cynique ou optimiste sur les consommateurs? Je suis à la fois réaliste et optimiste. Effectivement, on ne peut pas tout attendre du consommateur. C'est à nous de faire force de proposition, hein, comme je vous disais. Hein. Quand moi, j'ai des repas scolaires à 3,50 € à faire et qui pourtant cochent toutes les cases. Donc, il faut bien que je trouve une solution avec mes équipes. On a 600 diététiciens dans l'entreprise. Je veux dire, c'est leur travail quotidien. Et on a des solutions. Et donc, il n'y a pas besoin de s'échapper par le prix. Par contre, il faut vendre de la valeur. Et donc, il faut communiquer, il faut éduquer. Hein, on le commence d'ailleurs dans les écoles. On apprend aux enfants la relation entre ce qu'ils mangent et leur santé, présente et future. Donc, je crois que voilà, c'est comme ça qu'on fera bouger les lignes progressivement dans un contexte qui est porteur. Faut être clair, aujourd'hui, le contexte est porteur. Enfin, on vient de le dire à l'instant. On voit bien le score au municipal des écologistes, des Verts. Donc voilà, mais par contre, on ne peut pas raconter du factice, quoi. Faut pas juste en faire une opportunité commerciale. Il faut qu'il y ait une vraie réalité derrière. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut créer les conditions de la confiance. Voilà. Et nous devons tous, en tant qu'entreprise, être des tiers de confiance. On ne peut pas raconter des histoires, pas juste surfer sur une vague pour le plaisir de surfer dessus. Il doit y avoir une vraie réalité, et à commencer dans l'entreprise avec ses propres collaborateurs. Parce que s'ils ne croient pas dans ce qu'ils font, s'ils ont un peu le sentiment que ce qu'on fait, c'est du marketing de surface, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, je peux vous dire que moi, le souci que j'ai, c'est que tous les jours, les 45 000 collaborateurs en France vivent leur mission avec passion, malgré tous les challenges qu'on a.
Et Dieu sait si on va en avoir, puisqu'on parlait de volatilité tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, je suis face à une situation où des restaurants qui faisaient tous les jours une centaine de repas peuvent certains jours n'en faire que quelques dizaines, et puis quelques centaines le lendemain, et à nouveau quelques dizaines. Et vous voyez, des problèmes opérationnels que tout ça. Et pourtant, il faut que je trouve des solutions. Parce que moi, j'ai des convives à nourrir. Oui, et justement, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pendant le confinement, où il y avait plein de gens qui se ruaient sur essayer le e-commerce pour la première fois, mais souvent, leur première expérience de ça n'était pas forcément positive parce qu'il y avait trop de monde sur les sites, ou il fallait attendre 2 semaines pour une livraison. Alors du coup, est-ce que c'est ce type de changement dans une période de volatilité, est-ce qu'on peut vraiment offrir des nouveaux services et que ça marche Je pense que c'est lié au fait, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on ne peut pas tout demander aux consommateurs. En revanche, je pense que l'évolution puissante de ces dernières années, sur une période assez longue, c'est qu'en revanche, il attend beaucoup des personnes qui lui prestent un service ou qui lui apportent un produit. Parce que, notamment le digital, l'accélération d'un certain nombre de modes de consommation lui a donné, et l'information débridée dont il dispose à tout instant, lui permet une capacité de choix, une capacité d'arbitrage qu'il n'avait probablement pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc il a un pouvoir démultiplié qu'il use de manière plus ou moins aiguisée, de manière plus ou moins constante. Et en revanche, il attend très certainement des gens auxquels il s'adresse une qualité de service, une qualité de produit. En revanche, donc, j'ai tendance à penser que lui, il demande tout. C'est-à-dire qu'il a de moins en moins envie qu'on lui dise il faut que tu arbitres. Il faut que tu arbitres entre le prix, qualité, le français, la qualité, la responsabilité. Non, globalement, il estime que c'est notre boulot. Je vais le dire assez simplement. Il estime que c'est notre boulot. Il n'est pas là pour qu'on lui dise, enfin, il va pas attendre qu'on lui dise, non, là, il faut que tu choisisses, c'est comme ci et comme ça. Non, il dit, moi, si j'achète un produit, je veux qu'il soit tout à la fois. Et parce qu'il a de plus en plus l'habitude d'avoir accès à un produit qui lui présente l'ensemble des qualités. C'est ça qui est très compliqué, je pense, pour tous nos métiers. Voilà. Moi, je ne pense pas qu'on soit dans une ère où le consommateur a récupéré beaucoup de pouvoir d'arbitrage. Il est dans le surchoix, il est dans des injonctions contradictoires, il est face, regardez sur l'alimentation. Alors, on voit une éclaircie avec le Nutri-Score. Dieu sait si on a bataillé pour l'obtenir, on n'a encore pas gagné de façon définitive, etc. On va la gagner, cette bataille. On a gagné une victoire d'étape. Mais regardez, alors vous avez le Nutri-Score et en parallèle, regardez le matraquage publicitaire de l'industrie agroalimentaire. Regardez les produits qui sont promus à destination des enfants. Ce sont les produits les plus déséquilibrés, comme si l'industrie agroalimentaire n'avait que ça en magasin. Et donc, il y a une injonction constante vers les parents qui sont assaillis par les enfants pour acheter tel ou tel produit, qui sont massivement promus par l'industrie agroalimentaire. Donc, on a une espèce... Alors, ne me dites pas que le consommateur, surtout les catégories les plus modestes socio-culturellement, sont en capacité de résister et de faire des arbitrages éclairés. C'est ça aussi la difficulté. On a fait une enquête sur les placards des cuisines des ménages. Et alors, évidemment, on ouvre une porte ouverte, mais ce sont les produits les plus promus par les industriels qu'on retrouve dans les placards. Et les produits les plus promus, ce sont les produits les plus déséquilibrés. Donc, on a là, vous parliez du cadre. Est-ce que, comme dans certains pays d'Europe, il n'y arrive pas à un moment donné où il faut dire à l'industrie, écoutez, chers amis, faites de la promotion tant que vous voulez. Nous, on n'est pas une association anti-publicité. Faites de la publicité, mais pas de ces produits dont on sait qu'ils ont une conséquence sur l'obésité. Je dirais un enjeu de santé publique. Eh bien, vous n'allez pas en faire la promotion auprès des enfants. Faites de la promotion d'autres choses, mais pas de ça. Ça, c'est le cadre. Parce que le consommateur, c'est bien beau de dire qu'il est responsable, mais franchement, entre les messages sanitaires, quelques millions d'euros, ou même la prévention, l'information, etc., et puis les centaines de millions d'euros de promotion partout, je parle de la télé, mais un peu partout, je veux dire, c'est complètement déséquilibré. Il n'y a pas que l'alimentation qui est déséquilibrée, là. Non, je veux simplement dire que le mouvement, il est lancé, c'est tout ce qu'on vient de dire maintenant, et donc je pense que tout ça ne va pas s'arrêter. En revanche, il ne faut pas s'imaginer que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 18 mois, tout sera résolu. Quand on regarde, je vais faire un parallèle, Internet, vous vous souvenez de la bulle Internet, où ça devait changer le monde, bon, ça a mis 20 ans. Donc
C'est un chemin qui est long, je pense qu'on est dedans. Il y a toutes les périodes de temps que je décrivais. Il faut pas on va continuer à trouver des contradictions sur le chemin, mais le mouvement est quand même bien lancé. Je vais donner la parole à Anne pour clôturer. Alors, très difficile de résumer ce qui vient d'être dit. Peut-être juste un mot pour conclure. Ce qui a beaucoup été discuté ici, c'est finalement comment amener les consommateurs qui réalisent des actes de court terme, qui sont la consommation, c'est un acte pas forcément impulsif, mais c'est un acte de court terme, à prendre en compte dans cet acte de court terme des préoccupations de long terme. Les dérèglements, donc, qui sont un peu le fédérateur de notre discussion, climatique ou autre, de santé, c'est des préoccupations de long terme. Et ce qui est revenu à plusieurs reprises, c'est que ce qui permet cette intégration du long terme dans la décision de court terme, c'est la confiance. La confiance dans les signaux que ceux qui nous vendent les produits peuvent donner de la qualité de leurs produits, et le fait qu'on peut avoir confiance dans le fait que les effets de long terme qui ne se manifestent pas tout de suite sont bien présents dans les produits qu'on achète. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci.